Salut Beno, salut tout le monde. Salut Taïb. Salut Atrax Girl, comment vas-tu? Salut Placotte. Bon, c'est parti, hein. Salut Salah, j'espère que vous allez bien. Ça va changer un petit peu là. Là, le sujet de ce soir, elle est relativement cool. Donc on va apprendre des choses. C'est quoi le thème? Les chefs militaires de l'Antiquité. Je peux pas zoomer en fait. Ce qui est embêtant, c'est que je peux pas zoomer. Attends, je sais ce que je vais faire. Attends. Oh, c'est trop gros là. Ah là, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Brigitte. Du coup, c'est les 10 plus grands chefs militaires de l'Antiquité. Donc, je vais attendre un petit peu du monde. Et il y aura pas mal d'idées, pas mal de choses. Donc, ça va être super intéressant. Et puis, comme ça, au moins. C'est quoi les 10? C'est-à-dire, bah, on va avoir les 10 plus grands chefs militaires de l'Antiquité. Donc, on aura Alexandre le Grand, Jules César, Sun Tzu, Sirius le Grand, Amo, Hammurabi, Hannibal, Trajan, Josué et Ramsès aussi. Et puis le dernier, c'est Themistocles. Je vois pas qui c'est. Du coup, donc ça va être super intéressant, tu vois, de voir comment ils ont comment ils sont devenus en fait ces super héros entre guillemets. Donc il y a quand même pas mal quoi. C'est des guerriers, donc faut prendre exemple sur ces guerriers. Je connais Jules César, je le connais pas. Mais tout le monde connaît Jules César. Jules César, je le connais pas. Mais tout le monde connaît Jules César. Yo, j'espère que vous allez bien. Attends, j'ai pas partagé en plus. Moi, je vais partager, c'est l'IEM. Je vais partager un peu à tout le monde. Comment vas-tu, l'IEM? Elle est un petit peu décalée. Chef militaire de l'Antiquité. La photo, elle est un petit peu décalée. Est-ce que je mets en rond ou je mets comme ça? On va tenter le rond pour voir. Salut. Auré. Attends, c'est quoi? Ulri. Uleri. Saveur d'oriental. Roxane. Il y avait un prénom bizarre que j'ai pas réussi à le lire. Ah, on peut pas faire moitié. Ah, je suis obligé de le mettre. Ah, c'était Aurélie en fait. Regarde, elle l'a mis à l'envers. J'ai eu du mal. Ouais, elle l'a mis à l'envers. Putain, je vais enlever un peu la caméra en attendant le monde. Et comme ça, je vais fumer un petit peu. Salut moi.
Salut toi. Je vais tout casser, je te jure, je vais tout casser, c'est un truc de dingue. Il y a combien de personnes? Ah là, il y a personne. Ça va. Voilà. Ici. Non, je reviens alors. Pas de souci. De toute façon, je vais commencer. Salut Tonsia. Je vais commencer de toute façon là dans 5 minutes à peu près. Je vais pas attendre longtemps de toute façon. J'espère que vous vous portez bien. Donc on va voir un peu tous les guerriers de l'Antiquité. On va aller voir tous les guerriers de l'Antiquité, ce qu'ils ont fait, leur armée, comment ils ont pu gagner peut-être, ou enfin en tout cas l'histoire des guerriers à l'époque, là où il y avait des vrais, parce qu'on peut dire il y avait des vrais mal alpha, tu vois. Comment vas-tu, Tonsia? Alors, en- des vrais bonhommes, bah pour moi je pense, hein. Pour moi, je pense, hein, c'est pas la même qu'aujourd'hui, hein. Le bonhomme d'avant, tu sortais de chez toi, tu risquais de mourir déjà. Salut Fada, tu risquais de mourir, donc voilà quoi. Il était pas gay, Jules César, ah, je sais pas, mais même s'il était gay, c'était un bonhomme, donc à un moment donné, excuse-moi, mais bon. Donc même si c'était un gay, hein, franchement, je te dis honnêtement, même si c'était un gay, il a monté comme une armée et tout, hein. Un bonhomme, bah oui, c'est un bonhomme. Alors, on va commencer par le 10e guerrier. On va commencer par le 10e guerrier. Tu peux aller là-bas, va là-bas, là, ici. Monte ici, monte là, là. Allez, le chien il me colle. Donc ouais, c'est quand même, tu sais, c'est quand même pas mal quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas donné à tout le monde hein, d'être un guerrier à l'époque. Il t'aime bien. Qui m'aime bien? Qui m'aime bien? Y a personne qui m'aime bien moi. C'est pour ça. Je pense pas. Donc, ouais, je vais fumer en même temps, du coup, ça va être là. Alors, euh, on va commencer directement. Ah, le chien, ouais, il m'aime bien, ouais. Bah ouais, hein, c'est comme ça. Hein. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Leïla, comment vas-tu? Alors, il s'appelle, notre guerrier, il se positionne sur les 10e places. Il s'appelle Tim Stockholm, était l'un des plus grands chefs militaires de l'Antiquité. Ce général athénien est un homme d'État, a joué un rôle majeur dans la défaite définitive des Perses à la bataille de Salamine en 480 avant Jésus-Christ. Il a agressé les Perses dans les eaux étroits de Salamine qui ils l'ont empêché d'utiliser leur suprémate, c'est quoi? C'est suprémate statistique. Malgré sa gloireuse victoire sur les Perses, sur la Perse, il fut par suite banni d'Athènes pendant 10 ans. C'est pourquoi il s'enfuit en Perse et il mourut. Donc, donc c'est quand même l'un des guerriers qui était super connu à cette époque-là. Hein. Moi, je le connais pas personnellement. Hein. Il était quand même interdit d'Athènes et c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et en 9e position, on a Ramsès, Ramsès II. Pour ceux qui connaissent, Ramsès II, c'est comment il s'appelle? Ramsès II, c'est un pharaon, tu vois, c'est un pharaon. C'est le pharaon le plus important et probablement le plus connu de l'Égypte ancien. Ramsès, il a lancé un certain nombre de campagnes militaires pour se protéger la frontière égyptienne. Bien que Ramsès soit principalement engagé dans la croissance de son empire,
en construisant des monuments, des temples et des grandes villes. Il était également outrageusement célèbre pour son courage et sa tactique sur les champs de bataille. L'ensemble de l'armée composé de 100 000 hommes a maîtrisé les territoires tenus par les Hittites et les Nubiens sous son règne. Il a, il a utilisé diverses techniques stratégiques lors de son premier bataille de Kadesh en 1247 avant Jésus-Christ pour son plan tactique et la taille de l'armée qu'il avait sous son règne. On parle, Ramsès II, exactement. On parle quand même de 100 000 hommes. Hein. C'est quand même 100 000 hommes, hein. Ramsès II, hein, le pharaon le plus important et le plus connu de Pharaon. En huitième position, on a Josué, donc 13e siècle avant Jésus-Christ. Josué était le chef militaire impressionnant qui dirigeait le peuple israélite vers la conquête de la terre promise. Selon les livres de la Bible hébreu, Josué a été une figure primordiale du livre de Josué et le substitut de Moïse. Il est bien connu pour avoir démoli la ville de Jéricho, qui avait initié un certain nombre de triomphes ayant abouti à la conquête de Canaan. Et ça, est-ce que vous le connaissez, celui-là, Josué? Josué, c'était un chef militaire israélite. Et puis, selon les livres de la Bible hébreu, enfin, c'est pas alors hébraïque, Josué était une figure primordiale du livre de Josué et substitué de Moïse, plus ou moins. Et là, on a Trajan. Trajan, c'est 53, 177 après Jésus-Christ. Et plus ou moins, ouais, c'est ça, exactement, plus ou moins, c'est ça aussi. L'histoire. Ah, mais j'avais oublié que j'avais la caméra en plus allumée alors que je suis en train de filmer normal. Il y a moyen que je me fasse alerte là. Sûrement. Je vais me faire. Je vais enlever la caméra. Ou attends. Je sais ce que je vais faire. Tac. Bam. Hop là. Retourner la caméra. Voilà, c'est limité pour 10 minutes mon live de coup à cause de la fumette. Tu peux relancer le live si tu veux. Non, non, je veux pas relancer, c'est pas grave. Ça me dérange pas qu'il reste comme ça. Ça me dérange absolument pas. Vous allez me voir à la moitié. Vous allez voir un peu la moitié, c'est pas grave. Je vais réussir à lire ce que vous dites, hein. Alors, l'histoire raconte que Trajan a consacré toute sa vie à des diverses campagnes militaires. Il a été largement connu pour la conquête de la Dacia, la Moldavie et la Roumanie actuelle. Peu de temps après la conquête de Dacia, Trajan entame une bataille contre les Parthes. Les bat de la même façon. Trajan gagne la regarde. Trajan gagne la Mésopotamie, en fait une nouvelle province. C'est plus ou moins je sais pas, c'est pour ceux qui se rappellent. Salut Asma, j'espère que tu te portes bien. Donc pour ceux qui se rappellent, c'est quand même un sacré guerrier. Donc vous vous rappelez de le peuple Mésopotamie qui ont coupé la journée en deux parties, donc le soleil et la lune. Ensuite, on a eu le Babylone et les Égyptiens, etc., qui ont divisé les jours plus les heures, qui fait que on a une montre actuellement qu'on peut regarder. Une journée, ça dure 24 heures. Avec beaucoup de stratégies et de techniques militaires, Hannibal a été probablement l'un des plus grands commandants militaires. Il a été élevé par son père et voué à haïr Rome dès son plus jeune âge. La stratégie militaire étonnante de Hannibal, ses habitués de prise de risque
ingénieuse. La différence des autres chefs militaires de l'histoire, Hannibal est connu pour son audace, tentative de franchissement des Alpes montagneuses avec 9000 cavaliers, 50 000 infanteries, 37 éléphants, ce qu'on croyait impossible à l'époque. De plus, comment vas-tu, Asma? De plus, salut Sinon. De plus, Hannibal a été montré sa technique militaire exceptionnelle dans la guerre contre Rome et les Carthaginois, indépendamment de tous ses travaux acharnés et de plus grandes approches militaires de mission vaincre Rome, a pris fin lorsque se suicidait en évitant de tomber dans leurs mains. Donc il a fait quand même la guerre, il s'est battu toute sa vie, il a traversé les montagnes, donc les Alpes, avec 9000 cavaliers, 50 000 affrontés, 37 éléphants. À cette époque-là, il y avait des éléphants dans les Alpes. Sérieux? Qui savait qu'il y avait des éléphants dans les Alpes? Salut Sinan. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Incroyable. Et on a Hammurabi. Hammurabi, c'est 1792-1750 avant Jésus-Christ. Hammurabi est largement connu pour son code, l'un des premiers ensembles de lois écrits. Il a été fait le premier roi de Babylone, de la dynastie Amorite. Hammurabi est arrivé au pouvoir de 1792 après le décès de son père, dès que les Almettes Irak actuels ont envahi la terre centrale de la Mésopotamie, depuis l'Est. J'aurais voulu que tu fasses un live sur les Saladiennes, Ayoub, un jour très simple. Écoute, je vais noter. Attends, bouge pas. Je note et je regarde. Ça sera avec très grand plaisir. Ça là. Ah oui, j'ai tapé ça là, c'était le premier recherche quand même. Je le ferai. Où j'en étais? Tu m'excuseras, je continue de lire, mais avec grand plaisir, je le ferai, avec plaisir. Ouais, c'est bon, c'est dans la boîte. Tac, 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 où j'en étais? Et du coup, après le décès de son père, dès que les Almaty, donc l'Irak actuel, ont envoyé la terre centrale de la Mésopotamie depuis l'Est, Hammurabi s'est uni à l'Asra et l'a conquis. Après la conquête, il a violé la coalition et infesté la ville de Urak et de comment tu dis ça? Lassin? Lassin, quoi, tu vois. Établissement ainsi le lien avec les Lagash et Nibour. Sa grande stratégie pour gagner tous ses rivaux a été couper les sources d'eau de la ville jusqu'à l'autorité abandonne. C'est quand même fou, hein? Autre stratégie de combat fantastique, Hammurabi a été hautement aimé parmi son peuple. Son empire a vu des percées dans le domaine des canaux, des bâtiments, des systèmes juridiques qui étaient rares à cette époque. Encore aujourd'hui, plusieurs historiens le connaissaient comme un ancien législateur. Hammurabi a fait des gros efforts pour améliorer le monde de vie des gens qui régnaient à cette époque-là. Salam alaikum, Janna. Euh, on a en quatrième position, c'est Sirius le Grand. Donc Sirius le Grand, quelqu'un qui se rappelle de Sirius le Grand ou pas? Salut Mélissa. Du coup, c'est 600 à 529 avant Jésus-Christ. Sirius le Grand fait le premier personnage de l'histoire à unifier les rangs dans son ensemble. Sirius a été le commandant des Perses qui ont conquis les Mèdes, avec le rêve de construire l'un des plus grands empires de la planète.
Le premier roi de l'Empire perse a commencé à agrandir son territoire, basé sur la partie de l'occidental de l'Iran actuel, bénéficiait d'un accès au port de la Méditerranée. Cyrus a emporté sur le royaume de la Grèce et de Lydia, le concurrent conjointement avec le casting d'Antonia. Euh, Cyrus a également été le premier dirigeant à introduire le concept de droit de l'homme dans l'histoire. Tout type d'esclavage a été illégal dans son empire. De plus, le peuple de son empire a été libre de suivre n'importe quel type de coutume sociale ou de religion. Ils avaient comme une liberté. C'est comme si que c'était un petit peu la laïcité aujourd'hui, puisque euh, le type d'esclavage est illégal et son peuple était libre de suivre de suivre n'importe quelle religion et de coutumes sociales. Vous ne faites pas le lien entre la France, sérieusement? Sans rentrer dans le détail, bien évidemment. C'est pas Macron là, on parle de Sirius quand même, tu vois. Des messages passent. Oui. Alors, on a, euh, on a Sun Tzu. Du coup, euh, alors c'est 5e siècle avant Jésus-Christ. Général militaire chinois, stratégie de guerre et auteur de l'art de la guerre. D'ailleurs, si vous voulez regarder, ouais, pas de souci. Si vous voulez écouter l'art de la guerre de Sun Tzu, elle est incroyable son histoire. Donc, général militaire chinois, stratégie de guerre autour de l'art de la guerre. Sun Tzu changeait de manière radicale de façon que la guerre a été menée dans le passé. Plusieurs nations, quant à milieu militaire et intellectuel, suivirent son livre, l'art de la guerre. Pendant, pendant les 2000 dernières années, le livre a continué d'être écrit militaire de façon en Asie. À partir du XXe siècle, l'art de la guerre commençait à être connu en Amérique, en Europe et dans plusieurs domaines tels que la politique, culture, sport et le commence et la guerre moderne aussi. Salut Dias. Et en 12e position, on a Jules César. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins Jules César. Tout le monde connaît au moins Jules César. Salut Mina. Jules César n'était pas seulement un fantastique général militaire, il était aussi un homme politique, un conducteur et un législateur, probablement l'un des commandants le plus renommé de l'histoire ancienne. Jules César a influencé un large éventail de personnes du monde antique jusqu'à aujourd'hui. César est, César est le tout pour le premier empereur romain à entreprendre une expédition militaire de la Grande-Bretagne. Il a envoyé la Gaule, qui comprend aujourd'hui la, la Belgique, la Suisse, la France et le nord de l'Italie. Jules César, négro. Il a fait, de coup et quoi, un fait amusant à propos de son nom, que le mot empereur tiré de son origine de son nom de différentes langues. Par exemple, Tsar en Russie, Kaiser en Allemagne. Comment vas-tu, Mina? Alexandre le Grand. Ça, Alexandre le Grand, tout le monde, dès que vous avez un Alexandre, vous dites, ouais, Alexandre le Grand, le mec, ça vole chez lui. Alexandre le Grand était le maître de militaire et le roi de Macédoine. 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 Mac, tu lis pour moi? Il ne fait aucun doute qu'il est l'un des chefs militaires.
vénéré de l'histoire. Alexandre est devenu le roi après l'assassinat de son père, hérité de tout pouvoir entre ses mains. Il a ensuite continué à étendre le royaume, qui était la maison de son père. Dans le but de développer son territoire, Alexandre utilisa 50 000 soldats, marcha pendant 12 ans, du Danube ou aux deux régions de Nil et de la mer Adriatique, en passant par l'Indus en Inde. Alexandre a étendu son royaume comme nul autre dans l'histoire de l'humanité. Incroyable, incroyable, incroyable. Du coup, ce que nous avons vu presque toutes les civilisations, armées et souvent d'institutions servent à soumettre, et à cause de cela, les chefs militaires de l'Antiquité continuaient de rester en haut d'estime malgré les milliers d'années qui nous en séparent. Le monde antique avait beaucoup d'hommes qui ont connu de grands succès à leur expertise, à leur pratique militaire, et cependant un seul nombre de génies militaires pourrait en réalité être considéré comme faisait partie de le plus grand chef militaire de l'histoire. Donc c'est une compilation des grandes militaires, des chefs militaires de l'Antiquité qui ont façonné l'histoire ont façonné l'histoire, ont déroulé que c'est vraiment les plus grands honorables des mépris, des courageux, des audacieux, de tout ce que vous voulez. Il y a une série sur Alexandre le Grand sur Netflix. Oh, moi je ne savais pas. Salut naturel. Bonsoir. Alexandre le Grand. Oui, Alexandre le Grand. Pourquoi tu réfléchis? Donc, bam, je vais revenir. Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu, je vais regarder ce qui va suivre avec cet article-là. Euh, Pourquoi je réfléchis, on va regarder. Alors, vous savez que on va faire, je crois que, attends, je sais pas, c'était cette semaine ou la semaine prochaine. Ah, pardon. Tac. Salut Marou, comment vas-tu? Alors, je sais pas, je crois qu'il me semble que c'est la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, tac tac tac. Ouais, alors en fait, la semaine prochaine, il y aura les dix principaux causes de la Première Guerre mondiale à peu près, les personnes les plus célèbres de l'Égypte, les crises mondiales et la philosophie pour l'Asie. Je m'attendais qu'il soit un petit peu plus long, mais en fait, il était très très court. Ce résumé de guerre. Alors, ce qu'on peut faire. Ah, sûrement, sûrement. C'est possible, hein, il y a moyen que tu confonds de coup les deux, hein, c'est fort possible. C'est fort possible. Après, il y en a d'autres, hein. Les chefs militaires, les plus grands chefs militaires, les principaux chefs militaires. Alors je vais faire ça. Je vais vous présenter d'autres chefs militaires à cette époque. Salut Zora. C'est qui les autres? Ben, il y en a plein. On a Popeye le Grand.
Donc c'est un général romain qui a vaincu les pirates siciliens et a conquis l'Asie mineure. Hannibal on a vu, Alexandre le Grand on a vu, Thermistoclès on a vu, on a Péricie, général athénien qui a amené la défense d'Athènes pendant la guerre de Péloponnèse. Bonsoir Zora, comment vas-tu? On a Épanodas, général thébain, qui a vécu les Spartiates à la bataille de l'Eustre, a libéré la Grèce des occupations spartiates. Alors, Papaye, est-ce que c'est celui de l'épinard? Je ne pense pas. Faut payer pour lire. Attends, tu rigoles ou quoi? On est sur Internet, je crois que je vais payer pour lire, moi. Alors, je vais regarder Papaye. Mais en fait, il y en a beaucoup, tu vois. Je vais regarder Papaye. Où est-ce qu'il est, Papaye? Papaye, 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 Papaye. Où est-ce qu'il est? Au Moyen Âge. La Renaissance. Époque moderne. Comment je trouve pas Papaye? Attends. On va chercher autrement. Papaye le Grand. Bam. Hop là. Recherche. Bonsoir, Salira. Alors, Papaye le Grand. Que des gras. Il n'y avait pas des femmes guerriers de l'Antiquité? Bah, bien sûr que si, c'est le sujet de demain. Alors, c'est plutôt, demain, c'est le top 9 des femmes qui ont dirigé le monde. Donc, il y aura des guerrières, de toute façon. Il y avait des femmes à cette époque-là qui étaient puissantes, hein. Vraiment. Pas comme les merguez d'aujourd'hui. Alors, Popeye le Grand. Popeye le Grand est connu sous le nom de... Oula, c'est quoi ce nom? Snaos Popios Manus. Un militaire en étant romain né en 1600 avant Jésus-Christ et mort en 48 avant Jésus-Christ. Il est considéré comme l'un des plus grands généraux de l'histoire romaine. Ouais, les petites piques classiques. Popeye le Grand, Popeye le Grand est issu d'une famille aristocratique romaine commençait sa carrière militaire sous l'ordre de son père. Popeye le Grand a combattu aux côtés de son père en Afrique du Nord. Non mais attends, en Afrique du Nord. Ou plus tard, aux côtés de Sylla lors de la guerre civile qui se situait la mort de Marius. Popeye le Grand se joint à Sylla dans la seconde guerre civile contre les populaires, a remporté de nouveaux succès pour le camp futur de dictature. Il est surnommé Popeye le Grand par Sylla et ses soldats référant à Alexandre le Grand. C'est mignon avec encore les merguez. C'était facile. Les gars, les merguez. Ouais. Ils ont plus de merguez, les mecs. Popeye le Grand est un brillant général qui a célébré 3 triomphes au cours de sa vie. Il est notamment connu pour ses victoires en Afrique, en Asie mineure et en Orient. Il a fondé Nicopolis, dans la province du Pont, a revendiqué la création de bien d'autres cités en Orient. Ah ouais, quand même. Il est également connu pour sa campagne contre les pirates de Méditerranée, qui a écrasé 67 avant, qui a écrasé en 67 avant Jésus-Christ. Tac, tac, tac. Il a également été victorieux contre le Mithridate, roi du Pont, en 966 avant Jésus-Christ. Rivalité avec César. Pompée le Grand et César et un autre général romain entrés en conflit de ce qui conduit la guerre civile qui a éclaté en 49 avant Jésus-Christ. Malgré l'opposition Caton, qui a inquiété son influence grandissant sur les affaires de l'État, la majorité de ces sénateurs se rangent derrière Popeye et déclarent César l'ennemi public. Popeye le Grand a assassiné
a assassiné Pylus en Égypte le 28 septembre avant Jésus-Christ, à l'âge de 57 ans. Il a tué, euh, il est tué par Achilla, en Égypte, qui pense tenir entre ses mains un précieux triomphe. Le crâne de l'un des plus grands tacticiens qui Rome avait enfanté. Incroyable. C'est quand même incroyable. Ah, ça fait que 30 minutes, Julie. Ah oui, non, mais ça, c'est vrai en plus, hein. Vraiment. Alors, tac. C'est quand même pas mal. Bonsoir à vous tous. Ah, bonsoir Samjo, comment vas-tu? Ouais, ça va, alhamdulillah. Alors, pipi. Merci. Le légionnaire, un soldat sans grade, à base d'échelle hiérarchique. Il y a l'homme de trope et le légionnaire de deuxième classe. Il a fait la corvée de camp. Tac, attends. Ah ouais. C'est maintenant qu'il m'en revient à faire, il fait des blagues pas marrantes. Ah ouais, c'est pas cool ça. C'est pas cool. Donc voilà. Je vais essayer de trouver un truc sympa. En fait, je m'attendais qu'il y ait beaucoup plus de lecture qu'hier. Bonsoir, Aurida. Comment vas-tu? Je m'attendais qu'il y a beaucoup plus de choses qu'hier, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Du coup, on peut lancer un sujet si vous voulez. Ça, alhamdulillah, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien, alhamdulillah, c'est nickel. C'est nickel. Alors, attendez, je vais aller chercher mon sujet. Les chefs militaires. Attendez. Je vais vous trouver quelque chose. Alors, est-ce que ça vous tente les sept merveilles du monde ou les 10 mystérieuses archéologiques anciens non résolus? Faites un choix entre les deux. Il est court le sujet sur les guerriers antiques. Ouais, non, franchement, ouais, je m'attendais vraiment pas que ce soit ça, mais après, c'est des guerriers, tu vois, ils ont combattu, fin d'histoire. Nous sommes, nous sommes toutes oui. Oui, mais toutes oui sur quoi? Les 10 mystérieuses? Ok, 10 mystérieuses? On valide tous? Toutes? Il y a que des meufs. Les sept merveilles du monde. Les mystérieuses non résolues. Allez, deux mystérieuses. Qui en chérit encore? Comme quoi, il n'y a rien à dire sur les bonhommes. Non. Ah non, hein. Quoi, toi, t'arrives 10 mystérieuses.
Ok, 3 mystérieuses là, je crois, il me semble. Attends, je vais recompter. Merveilleux du monde. J'ai 3 personnes qui ont choisi les mystérieuses. Bon, allez, c'est voté. C'est voté, c'est voté, c'est bon, c'est voté. Alors, les 10 mystérieuses, et je peux même mettre l'image si vous voulez, mais les 10 mystérieuses les plus anciennes qui n'ont pas résolu, on n'a pas de questionnement, on ne sait pas pourquoi. Je découvre en même temps tout, j'ai pas voté moi. Ah oui, mais fallait voter. Ah, moi, c'est dictature, moi je prends 3 votes et puis je ramasse le reste. Et puis le reste, on le choisira une autre fois. Alors, des milliers des mystères archéologiques n'ont pas encore été résolus. Voici en lumière que 10 ces énigmes anciennes de la baringue perdues aux énormes géoglyphes, en passant par la maçonnerie de pierre d'une précision exceptionnelle, les figurines mystérieuses, les sphères géantes. Nous trouvons peut-être un jour les réponses à certaines questions posées par des sites dirigeants. Je compte pour du beurre. Mauvais propre. Ah oui, non, je suis pas, moi je suis... Alors, on va commencer par la toute première. J'aimerais bien vous montrer. Tac, après si tu as le temps, je veux bien cette merveilleuse. Oui, pas de souci. Non, mais je le mettrai après s'il faut. Tac. Alors, ça fait ça. Donc vous voyez bien l'image, comment il est. Et pour aller chercher un peu plus, je vais voir qu'est-ce que ça va donner, si est-ce qu'on a d'autres images ou pas. Ah oui, il y a quand même une différence entre l'image qui a été trouvée et que... Ah bah tiens, regarde. Mais en tout cas, là, ce que vous avez vu, c'est comme ça. Ok. Ok. Tac, merci, il faut être réactif avec... Ah oui, il faut être rapide. Rapide. Les places sont chères. La rareté fait les choses. Par contre, là, ça va être vachement long. Alors, ce que j'ai vu, c'est un œuvre au-delà des mots. Car si quelqu'un construisait des bâtiments de Grèce et leur représentation des travaux, il semblait que les efforts et les dépenses de la baringue seraient moins moindres. Mais les pyramides sont au-delà des mots. Chacun a été fait également de nombreuses et des puissants œuvres de Grèce. Bon, dans la baringue surpasse même les pyramides. C'est surtout que nous ne nous écoute pas le petite minorité. Ce sont les mots de l'historien grec ancien Hérodote, écrit en 5e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire de livre 2 en 1148, écrit en tombe colossale qui a contenu 3000 pièces remplies de hiéroglyphes et des peintures. Les Grecs l'ont baptisé labyrinthe. D'après le labyrinthe complexe de couloirs conçus pour Dédale pour le roi de Minos de Crète, où est résulté le légendaire Minotaure. Pourtant, aujourd'hui, il ne reste rien de cet ensemble de tombes prétendument grandioses et de moins pas à la surface. Bien que les paroles Hérodote ayant souvent été remises en question, la description des tailles... Merci beaucoup pour le cadeau. La description des tailles et de cohérente de la baringue provenant de multiples sources indique qu'il s'agit bien d'un lieu qui existait effectivement dans le passé antique. En effet, au cours du siècle dernier, des grands progrès ont réalisé dans l'identification de son emplacement, culminant avec la dernière expédition de Matia, qui a utilisé le plus gros niveau de technologie pour enfin percer le secret de la baringue perdue.
Les recherches se sont heurtées et de nombreux obstacles. Mais il a espéré que des fouilles pourraient être lancées à l'avenir afin de faire la lumière sur l'un des plus grands mystérieux de l'Antique. Ouais, j'essaye. Alors, le deuxième mystère, c'est le lieu de sépulture inconnu d'Alexandre le Grand. Ouais, je surveille. Du coup, c'est quoi un lieu sépulture? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, un lieu de sépulture, c'est le lieu où repose le corps d'une personne morte. C'est une tombe, exactement. Alors, l'un des plus grands mystères de l'Antiquité est lieu dans sépulture d'Alexandre le Grand. L'ancien historien Diodore a écrit que le corps d'Alexandre le Grand a été momifié et placé dans un sarcophage d'or, qui a ensuite placé dans un autre cercueil d'or, transporté sur un chariot à son lieu de sépulture, qui aura été le temple de Amon, Siwa en Égypte. Toutefois, Ptolémée et un ami proche d'Alexandre et un général de son armée aura rencontré le cortège sur sa route de la Perse-Égypte et aura proposé d'enterrer Alexandre à Siwa. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé il y a tant d'années? Jusqu'à ce jour, le lieu de sépulture d'Alexandre le Grand n'a jamais été retrouvé. Sarcophage, ouais. Ils ne sont pas anti-reflets, tes lunettes? Non, pas du tout, ça me joue. J'en avais un, mais j'arrive plus à le porter parce que ça me fait mal à la tête. Je vais allumer la lumière vite fait. Parce que là, on commence à être dans le noir. C'est dans un sarcophage, ouais. Bam, 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 bam. Hop là. Putain, mon portable, il veut pas tenir. Alors, les énigmatiques de l'île de Nazca de Pérou. Ça, c'est un truc qui est impressionnant aussi. C'est une espèce de dessin, une espèce de forme de oiseau. Alors, c'est situé dans la plaine côtière de Arida de Pérou, à 400 km au sud de Lima. Les géoglyphes de Nazca couvrent une superficie incroyable de 450 km. Ils comptent parmi les plus grands énigmes d'acrologiques en raison de leur quantité, de leur nature, de leur taille et de leur continuité. Les géoglyphes représentaient une créature vivante, des plantes stylisées et des êtres imaginaires, ainsi que des figurants géométriques le plus kilomètres de long. Plusieurs kilomètres de long. La caractéristique a été donnée de géoglyphes de Nazca qui ne peuvent être vraiment appréciés que dans haut d'air et qui soulevaient des questions sur la façon dont ont été créés et pourquoi. Hein? Incroyable. Des villes en quatrième, donc villes et tunnels sur terrain dans le monde entier. Ça c'est incroyable. Vous avez déjà fait le souterrain à Paris ou pas? Est-ce que quelqu'un a déjà fait Ouais, je l'ai fait, ouais. Ouais, je l'ai fait. C'est incroyable. Des vastes réseaux souterrains, de souterrains, même dans les villes entières, ont été découverts dans le monde antique. Durant Kyo, en Cappadoce, en Turquie,
était probablement le plus grand ville souterrain découvert ce jour, à s'étendre sur 8 niveaux. Waouh! Allant jusqu'à 80 mètres de profondeur avec plus de 600 entrées à la surface. En Égypte, le plateau de Djézé possède un énorme système souterrain qui a été combinaison de cavernes, de tunnels artificiels et ainsi que des rivières et des passages de souterrains. Waouh! Guantanamala. Ah oui, Guantanamala. Tu trouves ça bien? C'était cool. C'était bizarre. Alors, je l'ai fait 2 fois. C'est très très bizarre. Il y a une énergie froide. Tu vois des têtes de mort partout et tout ça. Donc, normalement, ce qui me semble, si mes souvenirs sont bons, ta crue a été enterrée. Non, du tout. Ce qui me souvenirs sont bons, c'est que les têtes de mort, c'est des faux. Ils ont enlevé les vraies têtes de mort. Mais il y avait une énergie assez bizarre. Enfin, vraiment étouffant. Étouffant, pas la sensation d'être étouffé comme si que tu avais la main, mais c'est l'énergie étouffante. Tu as l'impression que tu vois, genre, je sais pas, il y a une sensation bizarre. J'étais pas totalement à l'aise en tout cas. Bah, j'ai jamais été dans une tombe, donc je peux pas te dire. Mais ouais, sensation bizarre. Enfin, énergie oppressée. Je dirais pas oppressée, mais vraiment énergie, au niveau de l'énergie, tu vois, vraiment l'énergie. Non, pas du tout, pas de ce. Atmosphère lourde, oui. Ça reste incroyable. Hein. J'ai fait des photos et tout à l'époque, j'ai fait des photos de mauvais ondes, totalement. Totalement, c'est ça en fait. Mais vraiment, question d'énergie. Hein. Crise de panique, non du tout. Non. Énergie, et puis je visite, je découvre, je kiffe aussi. Hein. Je kiffe parce que il y a une histoire derrière tout ça, tu vois. Donc j'ai plus kiffé l'histoire que voilà, les visites. Tu regardes, tu prends des photos et tout ça. Mais c'est très très beau, quoi. Enfin, très très beau. Tu dis qu'à cette époque-là, on mettait des têtes de mort. C'est incroyable, quoi, tu vois. 800 km de tunnels ont été cartographiés sous le complexe de pyramides Maya en Tikal. En 1992, 24 grottes artificielles ont été couvertes en Chine, faisant preuve de savoir incroyable qui a été nécessité l'excavation de 36 mètres de cubes de pierre. Les archéologues ont découvert de milliers de tunnels souterrains de l'âge de pierre datant à travers l'Europe, laissant les chercheurs complexes qui étaient à leur but initial. Mais vous imaginez que sous nos terres, il y avait des constructions de lieux de vie. Bah, ils vont pas construire un trou pour construire un trou. Donc je pense qu'ils étaient beaucoup plus performants à construire des trous pour vivre qu'à construire des murs pour à construire en hauteur. Donc peut-être qu'ils étaient beaucoup plus compétents à construire en profondeur que construire des... Voilà quoi. C'est incroyable. Les effets sonores, de coup 5e, de commentaires dessus. Ah, c'est incroyable, j'aurais aimé de le voir. Les effets sonores de l'épogée Mattia Alsfani. Alors, l'épogée de Al-Salfiani à Malte a été un site de patrimoine mondial de l'UNESCO, qui était considéré comme le plus grand ancien temple souterrain préhistorique du monde. La structure souterraine est entourée de mystères. La découverte de crânes allongés aux histoires de phénomènes paranormaux, mais la caractéristique a été attirée des experts du monde entier et des appropriés acoustiques uniques qui ont trouvé dans les chambres souterraines des épogèmes.
Hippogame. Ok. Bien qu'on ne le sache pas avec certitude. Ouais, c'est ça, les constructeurs. Ouais, mais c'est un truc de fou. Tu te demandes comment ils faisaient pour pas se perdre dedans. Bah ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est à force d'y aller, voilà, tu vois, on s'en est dedans. Donc ça m'étonnerait qu'ils se perdent, tu vois. Les pierres et les murs ont des mémoires. Je sais pas. Ah, oui, par rapport à cette histoire, oui. Certainement, ouais. Certainement. L'âme, l'âme de la personne vit après la mort. L'âme de la personne vit après la mort. C'est pour cette raison que la chambre a unique qualité de son genre. Taillée dans la calcaire massif, présentée de propriétés acoustiques incroyables, on a appelé la chambre oracle. Selon William Arthur Griffith, qui a écrit Malte et ses tombes préhistoriques récemment découvertes, un mot prononcé dans la salle d'oracle a été magnifié au centuble, ou peut-être tendu dans le monde de structure. On dit que se tenir debout dans l'éponge, c'est comme être à l'intérieur d'une cloche géante. À certaines hauteurs, on sent la vibration dans l'os et le tissu autant que l'oreille. Les questions demeurent qui étaient si intentionnelles. Wow, c'est incroyable. L'éponge a-t-il vraiment été conçue pour améliorer la planification, enfin l'amplification? Si oui, pourquoi? Est-il possible que le concepteur de ces espèces ait eu su quelque chose que les scientifiques modernes ne font pas redécouvrir? Mais vous voyez ce qui est incroyable? Ce qui est incroyable, il y a quand même une construction qui te fait des sons, qui fait vibrer tes oreilles et tes os. Et jusqu'à aujourd'hui, on se demande pourquoi ils l'ont construit. On se demande pourquoi ils l'ont construit. Qu'est-ce qui cloche? C'est des concepts, même aujourd'hui, avec notre technologie, on n'arrive même pas à le comprendre. C'est quand même dingue. Je trouve ça impressionnant. Un mystère durable entouré de l'ancien... Alaykoum assalam Rachida, j'espère que tu te portes bien. Un mystère durable entouré des anciens sites de Pumapunku. Pas faux ce que tu dis. C'est incroyable. On se pose des questions quand même, tu vois. On se demande maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qui fait que tu vois, qu'est-ce qui fait que ça donne, ça se pose en fait toutes ces questions, tu vois, de dire ils ont construit quelque chose qui te fait de son, qui te fait vibrer jusqu'au moment où tu as l'incompréhension, etc. Alhamdulillah, je vais bien, je te remercie d'avance. Salut Malia, j'espère que tu te portes bien. Et c'est quand même dingue, tu vois. Alors il y a un truc aussi là que je vais vous lire, c'est le mystère de Durable entouré des anciens sites de Pumapunku. Partout dans le monde, on trouve de nombreux exemples de tailles de pierre anciennes, si précises qu'elles rivalisent avec la création de l'époque moderne, produits avec des machines de poing. Ça aussi, ça m'impressionne. Mais l'un des exemples les plus impressionnants se trouve à Pumapunku, qui est un ancien site archéologique de Bolivie. Daté par centaines d'historiens, était quand même de 17 000 ans, quoi, qui contient un travail de pierre si incroyable qu'on dirait que les pierres ont été taillées avec avec un outil diamanté. Des énormes blocs pèsent jusqu'à 800 tonnes, composés de tous bords, parfaitement droits, qui s'emboîtent parfaitement l'un dans les autres et qui contiennent aucun marque de bourrin. Les tentatives pour reproduire la précision du travail de la pierre a échoué. Les archéologues ont ainsi taillé des pierres sont inexplicables. Et même, tu vois, même ça, tu vois, mais je trouve ça incroyable. Oui, je vais bien, Malia.
tac, tac, tac. Pour moi, le plus fascinant reste le pyramide. C'est un vrai mystère. Sur ce point-là, la pyramide, c'est ce qui est vraiment la construction la plus incroyable. Je sais pas, mais je dirais en fait, je pense qu'en fait, les pierres, ils sont tellement bien posées avant même que l'Égypte existe. Tu vois, je dirais même avant que même l'Égypte existe, que les pierres étaient déjà posées, tu vois. L'Égypte sont arrivés, ils se sont dit, ah, c'est nos terres à nous. Ah, c'est à nous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 100 000 bonhommes, c'est arrivé, ah, c'est à nous, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là avant toi. Tu vois, c'est un truc de gamin. Je pense que à, à niveau de l'absurdité de l'être humain, je suis sûr que c'est comme ça. Il y a eu deux peuples, le truc a été construit naturellement, ils sont arrivés, eh, c'est à nous, qu'est-ce qu'il y a? 100 000 bonhommes, tu veux te battre? Non. Bon, bah, c'est à nous, bah, venez avec nous. Ah, tu vois, c'est une histoire bidon comme ça, je suis quasi sûr, tu vois. À l'époque, elle était dotée d'une science, d'une technologie et surtout d'une force différente d'aujourd'hui. Bah, alors, Rachida, il faut savoir aussi qu'à l'époque, les bonhommes, ils vivaient moins que nous, mais ils avaient beaucoup plus de force que nous. Aujourd'hui, les bonhommes vivaient beaucoup plus, mais arrivés à 57 ans, à 60 ans, ils sont éclatés. Regarde là, tu vois, 27 ans, je suis plié en deux. La plaine des jarres mégalithiques. C'est pas des feignants. Non, c'est clair que c'est pas des feignants. Alors, les plaines de jarres de la plaine de Songkong à Laos est l'un des sites les plus énigmes de la Terre. Les sites insolites des milliers de jarres en pierre mégaténiques disséminés sur le près d'une centaine de sites dans les montagnes du nord de Laos fascinaient les archéologues et les scientifiques depuis leur découverte dans les années 1930. Macarius, comment vas-tu? Alaykoum assalam. Donc c'est quand même incroyable, tu vois, c'est quand même incroyable. Hein. C'est composé de mesure jusqu'à 4. Donc c'est quand même il y a quand même 3000 jarres géants en pierre, mesurent jusqu'à 3 mètres d'auteur, pèsent plusieurs tonnes. La plupart sont en grès, mais il y en a d'autres en granit. En calcaire, beaucoup plus dur, mais le pot semble avoir été fabriqué avec une certaine connaissance de matériaux et de techniques appropriées. On suppose que les gens de l'endroit utilisaient des seaux en fer pour les fabriquer. Bien qu'il n'existe aucune preuve concluant à cet effet, on sait peu de choses sur ces gens-là qui ont sculpté des énormes continents de jarres, elles-mêmes donner plus des indices sur les origines et leur histoire. C'est quand même énorme. Alors, le prochain, c'est les sphères géantes de Costa Rica. De nombreux, ceux qui connaissent les scènes de l'ouverture de l'aventure de l'Arche perdue. Alhamdulillah. Donc apparemment c'est un film. Hein. D'une sphère de pierre géant a failli écraser Indiana Jones à mort, alors que tout le monde reconnaît le film comme une œuvre de fiction. Les sphères géantes en pierre ancienne ne sont pas. En 1940, alors qu'il était défranché la jungle pour y planter des bananiers dans la région de Delta de Diqui en Costa Rica, les employés de l'unité Fruit Company ont découvert de nombreuses grandes sphères de pierre partiellement enfouies dans le sol de la forêt. On sait qu'il existe environ 300 sphères. Le plus grand pèse 16 tonnes, mesure 8 pieds de diamètre. Waouh! Indiana Jones. Oui, parce que dans le film d'Indiana Jones, il se faisait écraser par ces sphères, en fait, ces sphères géantes. Ouais, apparemment, hein. Moi je me rappelle pas, mais apparemment.
Oh là là, j'ai la chanson dans la tête, dans la tête. Donc ouais, c'est quand même pas mal, hein. Tac tac tac, 16 tonnes qui mesurent la gigantesque pierre de Turin dans les découvertes de Restable. C'est des sphères incroyables. Par contre, moi je suis vraiment très fatigué, je viens de dire, je commence vraiment à être épuisé. Les origines inconnues des incroyables lignes de Samja en Bolivie. Ouais, ça aussi, hein, ça doit être le Grand Paris en fait. Dans l'est de Bolivie, de milliers et de milliers de schémas parfaitement droits sont gravés dans le sol en créant un spectacle étonnant. Des lignes ont été aggravées dans le sol sur une période de 3000 ans avant par le peuple autochtone. Vivait près de volcan de Sanjam. On ne sait pas exactement quand ni pourquoi ont été construits, mais nous restons mystérieuses, car il est difficile d'imaginer comment la construction de quelque chose d'une telle ampleur peut être antérieure à la technologie moderne. La ligne de Samaja couvre une superficielle d'environ 22 552 km². C'est incroyable. T'as le sommeil? Ouais, non, je suis crevé. Malgré la topographie accidentée, les obstacles naturels sont remarqués de droits formés en toile et en réseau. Certains pensent que les indigènes utilisaient des lignes comme un outil de navigation pendant le pèlerinage sacré. Cependant, il n'y a pas de preuves solides pour confirmer ces hypothèses. Pour l'instant, le véritable but de cette histoire géographe demeure mystère. C'est quand même dingue. Vous l'avez fait quoi? Rien. Je ne fais que lire depuis une semaine et quelques. Les figures de Vénus dans l'ère de l'apodique européenne. On l'a saoulé. Non, je bois pas. Les figures de Vénus est une terme donné une collection de statuettes préhistoriques de femmes réalisées pendant la période de Pléotique, principalement trouvées en Europe, mais avec une découverte jusqu'en Sibérie. À ce jour, plus de 200 figurines ont été trouvées qui sont représentées avec des attributs physiques similaires, y compris son corps curvé avec une ligne avec des gros seins, des fesses, des abdominaux, des hanches, des cuisses, généralement enflées en dos en bas, et la tête sont souvent taillées relativement petits et dépourvues de détails. La plupart sont des mains et des pieds manquantes. Certains semblent représenter des femmes enceintes, tandis donc ne se montrent pas de tels signes. Il y a eu de nombreuses interprétations différentes des figurines, mais il n'y a aucun fondé sur cette preuve solide. J'avais remarqué que c'était pareil pour moi, j'ai l'impression qu'on a inventé des mots. Non, ça va, toi aussi je rêve pas, tu déformes les mots. Eh, vous arrêtez les filles là. Oh Rachida, calme-toi, non? Le terme figurine de Vénus a été controversé en soi. Il a inspiré de Vénus, l'ancienne déesse grecque de l'amour. Il supposait que les figures représentaient une déesse. Bien sûr que c'est une explication possible, mais ce n'est qu'une nombreuse interprétation qui a été proposée. La littérature archéologique et Ouf, le mot il est trop long. Paléoanthropologique représentait une grande diversité d'opinions sur l'affection et la signification possible de ces objets. Parmi les différentes théories avancées, on peut citer les symboles de la fertilité, de l'autoportrait, des poupées à l'âge de pierre, représentations réalistes des femmes réelles. Ils n'avaient pas des filtres à l'époque. Les représentations idéales de la beauté féminine, les icônes religieuses, les représentations des déesses de la mer et même équivalentes de l'imagerie PRON machin. Comme beaucoup d'artefacts préhistoriques, la signification culturelle peut ne jamais être connue. Il y a des photos. Ouais, je vais te montrer. Ouais, c'est des figurines. Je vais regarder s'il y en a d'autres.
Mais vous avez déjà vu en fait des figurines comme ça. Et ça reste des figurines, vous avez déjà vu ça, obligatoirement. Ça, c'est des choses que, enfin, normalement, par connaissance, vous devrez le voir, quoi. Donc, et ça, c'est des figurines qui existent depuis longtemps, quoi. Donc, bon, j'ai peur de tomber sur une image bizarre et après, je me fais ban. Tiens. Deux coups. Nous avons fini, il est 22h12 et je suis tellement fatigué que je vais pas continuer. Je suis désolé. Veuillez m'envoyer pardon par la poste. Rue de... on a évité, oui. On a évité. Ça inspire de l'original. Ouais, c'est ça, que bravo, on voit des fesses. On voit pas des fesses, arrête, c'est des figurines. Il n'y a rien de particulier. Chez les Africains aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu vois, franchement, vous voyez quand même que, bien cordialement, on voit des fesses. Non, on voit pas des fesses. Ça inspire de n'importe quoi. Bah, en fait, moi, ce qui m'impressionne, vous voyez que depuis la semaine dernière, on a fait la philosophie, on a fait l'histoire, on a fait les guerriers, etc. Et non, je montre pas. Et si tu veux, vous voyez qu'en fait, avec tous les gars, j'ai pas vu moi. Bah, tu taperais les figurines des Vénus et tu tomberas dessus. Si tu veux, je sais pas si vous avez remarqué, hein. Ouais. Non. Je sais pas si vous avez vu en fait, donc c'est à travers l'histoire, on a vu les guerriers, on a vu euh, alors je vais chercher, on a vu les philosophiques antiques, on a vu le peuple de Mésopotamie. Demain on va voir les dirigeants du monde antique au niveau femmes. Euh, on a regardé le sujet sur l'horloge, le temps, la philosophie, la solitude, la spiritualité. Vous voyez, comment vous voulez que moi, dans ma tête, comment vous voulez que dans ma tête, ça tourne normalement de dire que bah on est en 2024 et tout d'un coup on est en 2024, tu vois. Moi, je me demande comment ça se fait qu'on arrive en 2024. À quel moment ils ont dit, ah bon, vas-y, tu sais quoi? On compte, on recommence à zéro. Allez, un. Je crois que ça a commencé pas 2000, ça a commencé quand? À 1100, quelque chose, je sais plus. Tu vois, il y a tellement, il y a tellement de sujets. Tu vois, il y a tellement de sujets, il y a tellement de probabilités que, pour moi, le monde a existé même avant. Tu vois, le monde a existé même avant qu'on soit là, quoi. Pour moi, le monde a existé bien avant. Bien avant même que le peuple a réussi à trouver des écritures. Je dirais même avant que le peuple a réussi à faire des tablettes. a réussi, a réussi à avoir des tablettes en argile. Je dirais avant même cela, je suis sûr qu'il y a quelque chose, tu vois. Tu vois, il y a même quelque chose. Ça peut pas, en fait, arriver comme ça. Et quand tu vois tout le monde, tu vois, ils font des bâtiments de malades, des constructions de fous, à une précision de malades et tout ça. Et nous, on fait le Grand Paris, on met 14 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, pour moi, là, quand je regarde et je lis des choses comme ça, et que j'apprends par l'histoire, moi, dans ma tête, je me dis, non, c'est pas possible. En fait, tu peux pas dire, on se base sur ce qui a été écrit pour construire une histoire, et tout ce qui n'a pas été dit, on met où? Tu remarques pas que qu'on recommence à revenir en arrière avec ce qui est passé, la guerre? Bah, bien sûr, si. Ça change du hub. Ah bah, ça change du hub, il y a tellement de sujets. Non, c'est ça, il y a quand même des sacrés cerveaux. Non, mais, et même, regarde, juste un truc. Honnêtement, si vous voulez, on va faire les états d'esprit. Vous savez que on fait les états d'esprit, je dirais même la religion. Je suis sûr que si on fait des histoires, si une semaine je commence à faire une religion, mais aller chercher le plus loin, en fait, avant la religion, aller plus loin dans, 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 dans l'histoire et les états d'esprit, l'état philosophique,
je suis sûr qu'en fait, il y a quelque chose derrière, en fait. Toi, je repars qu'il y a quelque chose derrière. Je peux pas, en fait, c'est limite, genre, je peux pas rester dans l'avis acquis de mes connaissances, de ce que j'ai, et de pas pousser l'état d'esprit au-delà, quoi, tu vois. Toi, je pars sur une idée où où Dieu m'a donné un esprit pour réfléchir, m'a donné un libre arbitre pour penser, il m'a donné cette liberté de penser de tout et de dire, tu vois, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi, tu vois. Je voulais te dire en plus sur le temps entre islamétique et phylogénétique. Vas-y, c'est un petit cours sur l'évreuse, par exemple. Ouais, bah écoute, faudrait que je fasse, ouais. Ouais, l'évreuse, ouais. Ouais, philosophique. Oui, philosophique avec un i. Oui, j'ai compris. Livre rose. Je vais regarder. Attends, il reste combien de temps? Bah, je peux regarder là, en fait, au pire. Attends, je ferme ça. Je vais noter. Faudrait que je fasse. Pardon. A. Non, c'est. Ça peut être très intéressant, tu vois. Tu l'as mal écrit. Ah oui, c'est un philosophe islamique. Ok, d'accord, ok. Ok. Mais je crois qu'on l'a lu, Ibn Rushd, on l'a vu dans l'un des philosophes aussi. Mais ouais, carrément, je suis chaud. Je suis chaud. Et tu vois, c'est des choses où, tu vois, genre, enfin, moi, ça me. Tu vois, je réfléchis, j'y pense, hein, je suis quand même un être humain avant tout. Et de pouvoir, tu vois, genre, réfléchir au-delà de ce qu'on a vu de toute la semaine. Et même là, aujourd'hui, vous avez vu, on a vu des histoires incroyables. On a vu des guerriers qui ont combattu le monde. On a vu les sites qu'on n'a pas d'explication, malgré la technologie qu'on a aujourd'hui, malgré notre expertise sur certains domaines, notre réflexion, notre état philosophique, état psychologique, état religieux, et tout ce qui s'ensuit. Il y a des questions qu'on n'a pas de réponse. Et ça, tu vois, et rester sur ça, bah, dans ma tête, ça marche pas, tu vois. Donc, je suis obligé de venir, ok, d'accord, ils ont peut-être fait ça, 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 de poser ma propre vérité à moi, de dire que, ok, aujourd'hui, ma tête, ça marche pas, tu vois. Donc, je suis obligé de venir, ok, d'accord, ils ont peut-être fait ça, 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 de poser ma propre vérité à moi, de dire que, ok, aujourd'hui, je sais pas si vous le savez ou pas, mais l'humain aujourd'hui n'est pas le même humain d'avant. Ouais, bah ça bug, désolé. L'humain aujourd'hui n'est pas l'humain d'avant. L'humain aujourd'hui a perdu totalement le goût, on a perdu totalement le sens, on a perdu... Pourquoi ça bug? On a perdu totalement le sens, on a perdu le goût, on a perdu la taille, notre façon d'être. Vous voyez, notre façon d'être. Comment on grandit, comment on est petit, comment on vit, comment... Tout ça, tu vois. Tout ça, tu vois, pour moi, c'est que l'être humain aujourd'hui, une trente de bugs. Ah, tu vois, pour moi, c'est que l'être humain aujourd'hui, une trente de bugs. Ça bug de ouf, Aziz. Alors, dites-moi si ça bug toujours là. Est-ce que là, maintenant, ça bug toujours? Non, c'est bon, ok. Donc, en fait, ouais, bon, il reste 8 minutes. En fait, c'est là, en fait, c'est que je me dis, comme vous le savez, est-ce que vous savez que, par exemple, la tomate, si je vous dis une tomate, vous voyez la couleur de la tomate, elle est rouge, on est d'accord ou pas? Si je vous dis que la base de la tomate, elle n'est pas rouge, vous croyez ou pas? La toute première tomate, ou la toute première tomate qui a été mangée par l'être humain, je crois même pas qu'elle est verte. Hein. Je dirais honnêtement, c'est même pas qu'elle était verte. Hein. Pareil, les carottes aussi. Les carottes, tu les vois longues comme ça. À l'époque, ils étaient comme ça, elles étaient tout petites comme ça, la carotte.
Attends, je vais regarder. Putain, il y a trop de trucs là. Faut que je note les sujets que je vais faire. Attends, je vais mettre ça un petit peu plus bas. Ok. Ok. Je vais noter celle de... Celle-là, je peux fermer. Tac, tac, les fruits, l'histoire du chocolat, morale. Tac, tac, tac. Alors, attends. C'est quoi les fruits... vraies images. Tu vois, c'est vraiment ça. Les vrais légumes, hein, les vrais légumes à l'époque, hein, c'est les vrais légumes. Quand on le voyait à l'époque, c'est la couleur, elle est pas tomate. La tomate, elle est pas orange, tu vois, elle est autre chose. Les oignons, la même chose. Les pommes, c'est pareil. Quasiment tous les fruits, hein. Quasiment tous les fruits. Et même, tu vois, regarde, le fait que, regarde, même c'est bête, hein, mais je tape fruits, fruits, j'ai vraiment les fruits qu'on le voit aujourd'hui. Du coup, c'est tellement c'est tellement ancré dans notre souvenir, dans notre conception de la vérité, que aujourd'hui tu vois la tomate rouge telle qu'elle est, tu vois. Tac, tac, tac. Je sais pourquoi je trouve pas. Je trouve pas. Ça a été cool que je trouve. Vraiment. Et je peux même faire un sujet sur ça, en fait, sur les vrais fruits. J'ai de la chance d'avoir un beau-frère qui cultive différentes sortes de tomates et donc les noires. Les tomates noires, apparemment, j'ai entendu, ils étaient vachement sucrés. Tu peux les manger, c'est comme si c'était un fruit. Donc, en fait, voilà, tu vois, c'est vraiment ça. À travers le temps, tu vois, à travers le temps, il faut savoir que toutes les graines ont été modifiées, que ce soit les blés, que ce soit tout, en fait, toutes les graines ont été modifiées. Est-ce que si je vous dis que Est-ce que si je vous dis aujourd'hui, les vaches, quand on voit les vaches aujourd'hui, à l'époque, ce n'étaient pas des vaches, ils n'étaient pas aussi énormes que ça. Et à travers le temps, euh, ils ont modifié tout ça. Tout a été calibré pour plaire aux masses. Exactement, les légumes anciennes sont le pané, carottes d'aujourd'hui. Ben oui, ouais, c'est ça en fait, c'est tout ça. Il faut que je trouve. Aujourd'hui et avant. Je trouve pas. Tu vois, ça me saoule. Ça me saoule parce qu'en fait, je suis sûr qu'en fait, on est noyé dans les, dans ce qu'il faut, ce qui est vrai, quoi, en fait. On est noyé dans ce qu'il faut, qui est vrai. Parce on est doctriné, on est matrixé dans les fruits, dans les fruits qui devaient être des vrais fruits, dans les désinformations, exactement. Tu as volé le mot de ma bouche. Quoi ressemblaient les fruits de légumes il y a millions d'années? Ah bah tiens donc, les sciences. Et même le pastèque. Tiens, regardez. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, aujourd'hui, on est tellement dans cette formation qu'on voit les choses en grand, on fait les choses en grand et tout a été déformé. C'est pour ça que je vous le dis qu'à l'époque, quand j'étais à l'époque, pas genre avant Jésus-Christ, mais bien avant encore, tu vois, bien avant l'époque de préhistoire limite, je suis sûr et certain qu'il y avait peuples qui existaient, qui se nourrissaient de rien du tout, de très peu de choses, et qu'ils étaient sur du 100% avec de la nourriture, de vraie nourriture. Parce que quand tu entends l'histoire, tous
tous les guerriers, ils vivaient quand même entre 40 ans, 45 ans, ils vivaient jusqu'à 60 ans. Donc on parle quand même de l'histoire avant Jésus-Christ. Donc 100 ans, 200 ans, 400 ans, 900 ans avant Jésus-Christ. Donc ils vivaient quasiment jusqu'à 60 ans. Bon. Donc c'est quand même, voilà. Donc avant, ils mangeaient beaucoup mieux que nous, ça c'est clair et net. Je vais vous montrer les images et après je ferme le live. Pam, pam, pam. Hop là. Bam, bam, bim, boum, bam, boum. Alors, vous voyez, regardez. Ça, c'est le pastèque d'aujourd'hui. Là, c'est le pastèque d'avant. Voilà. Banane d'avant. Banane d'aujourd'hui. Je sais pas si vous croyez ou pas, hein, mais je vous le dis. Hein. L'aubergine et l'aubergine. Voilà, les carottes, c'était ça. Ça, c'était les carottes, ça. C'est sûr que tu pouvais pas faire un jus de carottes, hein, moi, je te le dis. Hein. On dirait un alien. Ah oui, totalement. Les maïs. Ah, regardez, les maïs, ça, c'est le maïs d'avant. Hein. Autrefois. Je suis curieux de savoir. Ok. Donc c'est quand même énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, English. Je vous remontre les différences de pastèques. Alors que les OGM peuvent impliquer des épines légumes, tu vois. C'est quand même dingue, hein. Ah, ça là. Ouais, c'est le maïs, ça. Le maïs d'avant, maïs d'aujourd'hui. Mais comment, tu vois, comment vous voyez, tu vois, quand vous voyez les choses. Vous voyez comment vous voyez les choses quand même. Et même avec ce que je vous ai montré, est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'époque, ils mangeaient beaucoup de légumes? Tout a été modifié génétiquement, bien sûr. Est-ce que si je vous dis qu'à l'époque, ils ne mangeaient pas des maïs? Ils mangeaient autre chose. Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Qu'est-ce qu'ils mangeaient pour tenir jusqu'à 50 ans? Moi, j'ai encore avec mon lit ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit. Bah, bonne nuit à toi, Samjo. De toute façon, je vais fermer là. Donc, vous voyez quand même, c'est étonnant. Hein, c'est étonnant. Ouais, l'être humain est malade. Ouais. Il n'y a pas que l'être humain qui est malade, mais tout le monde est malade. Ouais. Donc, c'est quand même étonnant. En tout cas, pour le bien-être de tout le monde et le bien-être de moi-même, salut Marisha. Bien-être de tout le monde, moi, je vous souhaite, en tout cas, de ma part, de moi et de l'équipe de Tribu, de la lumière, une agréable nuit. Je vous souhaite une excellente nuit. Dormez bien. Je vous donne rendez-vous demain pour le live sur... le live de demain, c'est les 9 femmes qui ont dirigé le monde. Oh, Marisha, t'arrives un petit peu tard, Marisha. T'arrives un peu tard. Donc, demain, c'est les 9 femmes qui ont dirigé le monde dans le monde antique. Vous verrez qu'en fait, il y a des sacrés. Hein. Il y a des sacrés, je vous le dis. J'ai déjà lu, il y a des sacrés, et c'est incroyable. Mais en tout cas, que Dieu vous garde, Dieu vous préserve. Dormez bien. Et moi, je vous dis une excellente nuit. Je vous souhaite une agréable nuit. Bah oui. Demain, rendez-vous à 21h jusqu'à 22h30 le live. C'est que 1h30 et on apprend, on partage. C'est l'essentiel. Le reste, pour tout ce qui est live hub et tout ça, je vous invite à aller chercher ailleurs. Mais en tout cas, chez moi, c'est... on se creuse la tête. Donc voilà, moi je vous souhaite à tous et à tous une très bonne nuit. Je vous dis à bientôt et très bonne soirée à vous. Ciao, ciao, ciao.